Je disais qu'aujourd'hui, les mercredis de l'espoir sont consacrés essentiellement à la barbarie, avec en premier lieu une déclaration et deuxièmement une explication sur ce qu'est la barbarie et dans toutes ses dimensions. Donc la déclaration pour commencer. Unifier les Français face à la barbarie. Pourquoi l'initiative, une perspective, la Sixième République? Parce que la Sixième République est le moyen de rassembler les Français, tous les Français, de droite comme de gauche, pauvres et plus aisés, ruraux ou urbains, et quel que soit leur niveau d'études. Rassembler les Français qui sont épris de la liberté et amoureux de leur culture. À quoi bon, me direz-vous? En quoi cela est-il nécessaire? À quoi cela sert-il d'unifier les Français? La raison tient en un mot: barbarie. Celle-ci a déjà commencé, celle qui est déjà là. Le réchauffement climatique, il est là. Le communautarisme islamiste, il est en cours. La crise économique, elle a commencé. La surveillance et le contrôle des hommes par des machines, des robots, elle est à l'œuvre. La déliquescence de la société, elle se poursuit. La tyrannie politique, policière et judiciaire, Macron, Castaner, Belloubet, en amuse-bouche. L'effondrement de la société, il nous guette. Les épidémies, plus fréquentes, plus rapides, ingérables. La marchandisation généralisée, à quand les êtres humains? Pardon, je suis en retard, c'est déjà en cours de légalisation. Oui, ouais, me direz-vous, mais c'est peut-être vrai, mais moi, ça ne me concerne pas. Ok. Alors, il n'y a pas 36 possibilités. Soit vous êtes macroniste et vous vous dites que de toute façon, avec vos gros moyens, vous trouverez toujours un coin où vous réfugier. Outre le fait que vous êtes un beau salaud, puisque pour vous, les autres peuvent toujours crever, je vous montrerai un jour que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Mais je n'ai pas ce temps à perdre avec vous aujourd'hui. Constatez juste que vous aussi, vous êtes confiné. Soit la morale a du sens pour vous. C'est à vous que je m'adresse. Car dans ce dernier cas, vous vous dites peut-être, mais moi, je ne suis pas vraiment concerné par cela. Ah bon? Vous n'êtes pas confiné en ce moment? Vous croyez que vous n'êtes pas surveillé par des caméras, des radars, sur Facebook, sur Internet, sur votre téléphone? Vous ne faites jamais attention à vos paroles sur l'islam? Jamais. La baisse du niveau d'éducation, de l'instruction, de la sociabilité ne vous a jamais troublé, dérangé, questionné, angoissé pour vos enfants? La crise économique ne vous touche pas déjà? Et dans les semaines, et dans les mois à venir? Et vos proches? Je continue? Allez, un dernier pour la route. La déforestation. C'est loin, hein? Cela met en contact des hommes avec des animaux porteurs de microbes inconnus de nos systèmes immunitaires. Des microbes que l'on retrouve en quelques semaines sur toute la planète. Où que vous soyez, quoi que vous soyez, la barbarie vous atteindra. Il n'y a pas d'échappatoire. Vous êtes concernés, vos proches sont concernés, vos enfants sont concernés. C'est une injustice totale
car par le pouvoir de quelques-uns, les oligarques, nous tous en subissons les conséquences. Toute l'histoire du Covid-19, avec ses vies prises et abîmées, révèle cette injustice. Alors, comment faire face? Devenez macroniste. Croire au dieu argent vous soulagera, si vous en avez de l'argent. À la manière de l'opium, mais cela ne vous soignera pas. Alors, comment faire face? En avons-nous la possibilité? Oui, oui, 3 fois oui, car l'homme, s'il le veut, est maître de son destin. Le moyen, c'est justement la 6e République. Des solutions existent. Tous ces problèmes ont de vraies solutions. Ceux qui nous ont menés là ne sont qu'une poignée. Nous sommes tout un peuple. Alors, par une vraie démocratie, respectueuse des citoyens, par une refonte du logiciel républicain, par un projet audacieux, un projet résolument optimiste et réaliste. Oui, c'est possible. Car cet élan est à la fois changer la Constitution, c'est-à-dire changer les règles du jeu pour notre peuple, mais aussi rassembler, réunir, réunifier tous les Français autour d'une perspective de renouveau. Une perspective, la 6e République, c'est cela. La solution durable pour échapper à la barbarie et ouvrir un avenir bonifié en reprenant notre destin en main. Voilà, c'était la déclaration que je souhaitais faire ce soir. Elle sera reprise de façon plus formelle et mise sur Internet, sur YouTube et autres. Donc venons-en maintenant à la deuxième partie de ces mercredis de l'espoir. Donc aujourd'hui, le menu est assez chargé, hein, puisque là, on va traiter de la barbarie. C'est un mot que j'emploie souvent, que j'ai employé encore là de nouveau, en citant quelques exemples, en tirant quelques bribes comme ça. L'idée, là, est d'aller un peu plus loin et d'approfondir ce sujet pour voir ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est exactement que ça. Parce que la barbarie, déjà, on va dire... donc on va regarder les trois choses. Hein. Donc vous voyez, hein, ça c'est l'image qu'il y a sur le site, hein, que je vous invite à visiter. Donc déjà, fantasme ou réalité, parce qu'il y a plein de gens déjà, ils vont dire « Oh, barbarie, oui, il exagère, il dit n'importe quoi, etc. » Donc fantasme ou réalité. Après, on va faire une liste ouverte, parce que malheureusement, on en retrouve, enfin, ça pousse comme des champignons, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est quelque chose qui sort de tout. Et j'en retrouve encore des éléments que j'avais notés à un moment donné, que j'avais oubliés. Donc une liste ouverte, mais déjà une liste conséquente. Et puis après, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme de barbarie, profondément? Parce que ça choque. Ça choque beaucoup de gens, quand je parle de barbarie, ça les agresse. Or, il faut bien nommer les choses, et c'est ce à quoi nous avons à faire face. Et donc, j'ai cherché à définir ce que c'était effectivement. Et en fait, c'est le 26 décembre dernier, parce que ça me trottait dans la tête, j'étais en train de tailler ma haie, hein, parce que le travail manuel, en fait, il est propice à la réflexion. Donc, je vous invite à faire du travail manuel, vous verrez, c'est un moment, justement, où vous vous déconnectez, où vous pouvez réfléchir réellement. Et je me demandais, justement, ce que c'était que cette barbarie, que ce mot que j'employais déjà, qui me semblait, qui venait directement quand je voyais la situation. Et c'est là que j'ai trouvé la réponse. La réponse, eh bien, je vous la donnerai à la fin de ce live, qui risque d'être un peu long, mais si vous voulez la réponse, il faudra aller jusqu'à la fin. Et vous ne serez pas déçus. Alors, déjà, fantasme ou réalité? Alors, voilà, par exemple, les cahiers de Saint-Séville, donc qui sont spécialisés dans les aspects
historique. Donc dans l'histoire, hein, c'est la partie, c'est le volet historien de Science et Vie. Voilà, île de Pâques au-delà du fantasme. Voilà, donc on est déjà là. Un exemple de civilisation qui a épuisé toutes ses ressources, c'est justement l'île de Pâques. Ça a été, alors, une théorie, justement, qui a été très, très en vogue et qui est maintenant, bizarrement, depuis quelque temps, est battue en brèche, justement. Donc, bon, ça mériterait une discussion en tant que telle, mais voilà, le syndrome de l'île de Pâques, c'est certainement quelque chose qui doit nous guider et nous servir d'exemple. Au-delà justement des théories les plus récentes qui remettent en cause justement cette théorie d'effondrement, or que pourtant il y a des éléments costauds vraiment pour dire qu'il y a eu effondrement. Donc, en gros, je vais en dire deux mots très rapidement. En fait, ils disent que l'effondrement écologique précédent, et de la société, parce qu'il n'y a pas eu que l'écologie, l'effondrement de la société n'est rien par rapport au choc qu'il y a eu lorsqu'il y a eu colonisation. Ce qui est vrai, puisque les chocs de civilisation comme ça sont énormes, et donc on réduit la population. Mais c'est pas vrai que simplement à l'île de Pâques. Il y a plein d'autres endroits où c'est vrai. Non, l'île de Pâques a une particularité quand même, parce que l'Indonésie ou les Indiens d'Amérique, ils ont été percutés de la même façon. Donc, on essaye de gommer un effondrement par un autre effondrement. C'est assez douteux comme procédé. Mais on y revient. On pourra y revenir éventuellement, ou s'il y a des gens qui veulent creuser ce sujet-là. Ils sont les bienvenus dans les mercredis de l'espoir, évidemment. Alors la barbarie, évidemment, ça ne donne pas beaucoup d'espoir au départ, mais il faut poser le bon diagnostic pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir offrir les bonnes solutions. Donc, la barbarie, fantasme ou réalité? Alors déjà, l'effondrement, la disparition des civilisations, la décadence des civilisations, c'est quelque chose qui existe. Déjà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier. Parce que vous allez déjà avoir une première catégorie de gens qui disent « Oh ben non, ça n'existe pas, c'est des inventions, etc. » Non, c'est pas vrai. Historiquement, il y a eu plein de civilisations qui ont disparu. Je parle bien hors invasion, justement. Hors invasion, c'est-à-dire quand il y a une civilisation qui est détruite parce qu'elle a été écrasée par une autre, bon, elle a disparu, certes, hein, c'est une des façons, mais ce n'est pas une raison interne à elle-même qui fait qu'elle a disparu. Non, là, je ne parle que des civilisations qui ont disparu par eux-mêmes, par elles-mêmes, simplement par leur fonctionnement qui, comme l'aurait dit Aimé Césaire, une civilisation qui n'est pas apte à résoudre les problèmes que génère son fonctionnement est une civilisation décadente. C'est Aimé Césaire qui disait ça. Donc voilà, ce type de civilisation, c'est celles-là qui sont intéressantes aujourd'hui. Donc bah, on a l'Empire romain, l'Égypte des pharaons, les Mayas, la civilisation birmane thaï avec le célèbre temple d'Angkor, ou Babylone. Donc déjà pour commencer, c'est pas un fantasme, des civilisations qui disparaissent, ça existe. Et sauf qu'aujourd'hui, on a une échelle mondiale, donc les échanges et les connexions sont mondialisées. Ça change l'échelle des choses également. Donc première mise au point. Deuxième mise au point, est-ce que c'est simplement Luc Laforêt ou quelques autres qui se disent c'est la barbarie ou c'est un effondrement. D'ailleurs, il y a peu de gens qui disent barbarie. C'est surtout moi qui, justement, apporte cette chose en disant, en ayant une vision globale et synthétique des choses. Il y a les autres, il y a les collapsologues aussi qui disent ça, mais qui, eux, en tirent une conclusion, c'est-à-dire c'est inévitable et puis il faut se mettre dans des cavernes. Donc, premier exemple, bah, le monde diplomatique, le dernier, hein, celui-là. Donc, voilà, Covid-19, après la crise, les crises. Donc, en fait, c'est pas un avant-goût des crises, bah, une crise économique, la crise, un avant-goût du choc climatique, etc., etc. Sachant que le Covid, on n'en est pas sorti, on ne sait pas comment on va en sortir. Hein. Et puis les autres épidémies, comme je l'avais dit précédemment dans le que révèle la pandémie du Covid-19, il y a une accélération des épidémies. C'est-à-dire on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus rapprochés par rapport à ce qu'on pouvait connaître dans le passé. Donc le monde diplomatique, une première source qui dit bah, des choses similaires, hein, mais sur un ou deux aspects.
Alors, Science et Vie, qu'est-ce que nous dit Science et Vie? Eh bien, la montée des eaux, bah, il y a les premières îles qui commencent à disparaître. C'est-à-dire que l'eau monte, donc les îles les plus basses commencent à disparaître. Alors, dans un autre domaine, complètement différent, là c'est le maire de Londres qui proposait, donc ça c'est le délitement, après c'est le délitement des nations, donc là on a le problème écologique, mais c'est dans d'autres dimensions aussi. Là, il dit, bah, il était pour la création d'un visa uniquement valable à Londres. C'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui auraient pu vivre qu'à Londres. Donc c'est une sécession de Londres par rapport au reste de l'Angleterre, ainsi que l'extraterritorialité de la capitale euh, anglaise dans ses relations avec le marché commun. C'est-à-dire que c'est un moyen de contourner le Brexit. Donc on est à la fois dans la diminution de la démocratie et, en même temps de la sécession et de la destruction des nations. Voilà. Voilà, et Anne Hidalgo et tous ces gens, ces maires de grandes métropoles, ils sont dans cette démarche-là, dans une démarche de sécession et de vouloir en fait se dire, bah, d'être les nouveaux maîtres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également, là, dans une autre revue scientifique, enfin, de vulgarisation scientifique, la recherche. On a Jean-Paul Moati, donc, qui est PDG de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et donc qui est chargé d'une mission, et donc ce qu'il dit, hein, la science de la durabilité doit devenir la priorité. Vous croyez vraiment que les néolibéraux, ils vont prendre ça comme, comme modèle? Doit devenir la priorité. D'accord? Non, leur priorité, c'est pas ça. Leur priorité, c'est d'accumuler du capital. Ça ne sera jamais la durabilité, leur priorité. Et donc, dans le rapport qu'ils ont remis, c'est d'abord un message d'alerte. Parce que, en fait, alors je vais lire sur la gauche, excusez-moi si je tourne un peu la tête, il y a au moins 4 secteurs pour lesquels le recul est patent, c'est-à-dire par rapport à ce qui était prévu. Hein. Donc, non seulement on n'a pas progressé dans cette dimension-là, mais on a reculé par rapport à ce qui est la situation précédente. La biodiversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces sur Terre, les changements climatiques, la réduction des inégalités, et la gestion des déchets. Voilà, 4 points mis en évidence. Alors, un autre élément, je dirais, tout à fait significatif sans doute, euh, c'est ce qu'il dit là sur aussi sur ce qui se passe et peut-être l'espoir justement qu'on pourrait avoir, c'est quand on est dans une situation proche de celle du XVIIIe siècle, c'est-à-dire quand la science et la philosophie des Lumières se sont retrouvées en première ligne du changement social et politique du monde. Bien, le nouvel espoir dont je vous parle, mais précisément, c'est très exactement ça. C'est de se dire, bah, il faut que la science, il faut que la philosophie, il faut que les lumières, il faut que de nouvelles lumières illuminent nous illuminent, parce que sinon, on ne s'en sortira pas d'une autre façon. On a besoin de sortir par le haut, et c'est pas avec les recettes du passé uniquement qu'on y arrivera. Il faut inventer des nouvelles recettes, il faut inventer cette sortie, et ça passe par de la réflexion, de l'analyse, de la philosophie, de la science, et pas simplement par des blablas. Donc ça, c'est important. Donc là, voilà. Donc ça, c'est encore, hein, pour revenir sur Jean-Paul Moati, c'est encore quelqu'un qui dit bah, la situation est mauvaise et catastrophique. C'est un message d'alerte. Hein. La science de la durabilité doit devenir la priorité. Autre personne intéressante, Yann Pasquier, donc c'est un doctorant en droit public à l'université de Caen, qui dit bah, un débat sur les technologies de surveillance sera indispensable. Et il rajoute un peu plus loin, donc ça c'est dans Science et Vie de mai 2020, les récentes crises liées au terrorisme ont été aussi l'occasion de faire avancer le droit dans ce sens, c'est-à-dire le droit dans le sens de plus de surveillance et de plus de flicage des personnes, donc une diminution des libertés et une surveillance des citoyens par Big Brother et par tout un tas de gens privés, publics. Donc ça, c'est une restriction énorme des libertés. Ça, c'est une barbarie extrêmement importante.
Autre personne qui dit, Gilles Pachet, bah, la crise révèle les faiblesses de la chaîne logistique mondialisée. Donc, par la baisse des coûts des transports, parce que justement le pétrole n'est pas cher, il est absolument, mais là en plus on le vit, et les progrès technologiques de la communication qui permettent de faire communiquer des gens d'un bout à l'autre de la planète, ce qui n'est pas forcément un mal en soi, mais l'usage du coup qui en est fait crée des chaînes logistiques qui deviennent hyper tendues et hyper polluantes. Autre, euh, autre auteur, là on est plus sur des gens qui sont plus proches justement de la collapsologie, donc Renaud Duterme par exemple, le fil rouge de l'effondrement, donc lui c'est plutôt un collapsologue entre guillemets, même si je ne suis pas sûr qu'il revendiquerait ce vocable, euh, le fil rouge de l'effondrement, c'est l'explosion des inégalités. Donc là, on est sur le terrain social. Hein. Autre chose, Vincent Migaud, donc ça, ce sont des gens, vous pourrez les rechercher sur Internet, hein, ce sont des références quand même, hein, des gens, c'est des professeurs, etc., ou des chercheurs. Donc lui, dans un de ses livres, il dit le réchauffement climatique, l'extinction de centaines de milliers d'espèces, la pollution globale, les guerres de l'eau et d'autres ressources, le sable par exemple. On va manquer de sable pour faire de la construction, il faut le savoir, par exemple. Les migrations massives, tous ces dangers convergent et se démultiplient en un péril unique que certains ont commencé à envisager, celui d'un effondrement global de la civilisation, voire de la biosphère elle-même, engagée dans une tragique sixième extinction. Voilà. La voie que j'entends tracer, c'est justement de ne pas tomber vers ça. On est encore dans la possibilité, il faut se dépêcher, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, pas se dire, bah, lui il raconte ses trucs et on va continuer comme avant. Si on ne fait pas ça, on va aller vers ça. Donc, à vous de choisir. Vous avez encore le choix, comme je dirais. Hein. On a de la chance, mais ça ne va pas durer cette chance. Et encore, il est quand même déjà bien tard. Après, il y a le délitement aussi de la société, c'est-à-dire des rapports humains. Bon, là, l'exemple, l'effroyable délitement de la société américaine. Voilà, de plus en plus d'Américains blancs meurent de désespoir aux États-Unis. Plusieurs facteurs expliquent ce tragique phénomène, mais la surconsommation d'opioïdes semble être la cause principale. Pas du tout la cause de la consommation d'opioïdes. L'opioïde, si les gens ils consomment ça, c'est qu'ils sont mal dans leur peau, c'est que ça ne va pas dans leur vie. Hein, c'est pas du tout une cause. Mais bon, l'effroyable délitement de la société américaine, il est quand même là. Voilà ce à quoi. Alors on peut parler aussi des obèses, etc., etc. Et enfin, Dominique Kern, qui est aussi un chercheur français, là, pour le coup, en sciences sociales. Il y a aujourd'hui en France, mais pas seulement en France, un délitement de l'État-nation et de tous les services de l'État républicain. Voilà. Donc vous voyez, fantasme ou réalité, bah, on peut écouter à droite, à gauche, différentes sources, dans différentes revues de différents types. La tonalité, elle est toujours la même. Et elle est vraiment catastrophique. On n'est pas sur, oui, on veut gagner 100 francs de plus, ou on veut réduire le temps de travail de 5 minutes. On n'est pas dans, de ce genre de choses. Hein. On est dans on est sur du systémique. C'est tout le système qui est prêt à s'effondrer. Donc c'est pas du tout la même chose pour plonger dans la barbarie. Voilà. Donc la barbarie, une liste ouverte. Donc on va essayer d'en faire la liste. Alors, sur ce diagramme, sur cette photo là que j'ai extrait d'une des photos qu'il y a sur le feed, bon, c'est un montage évidemment, bah, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bah, on retrouve là bah, quelqu'un, un obèse, voilà, c'est une photo que j'ai reprise, enfin un dessin que j'ai repris, voilà, un obèse qui est en train de manger la planète. Donc par la surconsommation en définitive, et la surconsommation à outrance, où on pousse à consommer des produits le plus souvent complètement inutiles, parce qu'il faut faire, il faut vendre, il faut faire du capital, il faut renouveler le capital, et il faut détruire ce qui a été vendu hier, il faut revendre la même chose demain, un peu différent, mais surtout incompatible, pour que faire marcher et faire toujours que le capital tourne et s'accumule. Le Covid-19, bah vous l'avez reconnu, hein, sans commentaire.
Ici, les déchets et la pollution de l'eau. La pollution de l'eau, par exemple, et notamment ces océans de plastique. Enfin, c'est même plus des océans. Alors, il y a des, l'océan est perclus de plastique, de microplastique et de toute taille. Hein. Il y a des femmes qui ont fait un tour en voilier et ils n'ont pas fait un seul jour, ils n'ont pas trouvé du plastique. Par tout le périple qu'ils ont fait, il n'y a pas un seul jour. Et il y a des continents de plastique, c'est pas des océans de plastique. Il y a des endroits dans la mer où il y a des continents de plastique. Donc dans la mer des Sargasses, etc. Il y a des endroits où ça ramène tous les déchets au même endroit. Alors là, c'est carrément des continents de plastique qu'il y a dans l'océan. Continuons, descendons là, on a un drone, c'est-à-dire une arme automatique qui est en train de tirer un missile pour tuer des gens. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment une barbarie aussi. C'est-à-dire c'est une machine qui tue. La personne qui conduit cette machine, elle n'est pas encore autonome, mais demain elle le sera, elle prend la décision devant son ordinateur, comme dans un jeu vidéo, d'aller tuer et d'envoyer, comme ils l'ont fait en Afghanistan, sur un mariage ou je ne sais quoi, d'aller tuer 10, 20 personnes, une personne, voilà, simplement comme ça, et l'autre il est en train de bouffer son hamburger et le gros porc, là, voilà. Voilà le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne met pas en jeu sa vie. La moindre des choses lorsque on fait une guerre, c'est justement de s'engager et de ne pas être là comme dans un jeu vidéo, comme dans un jeu. C'est pas un jeu de tuer des gens. Alors, Big Brother vous regarde. Bon, bah alors là, Facebook, etc., etc. Je suis sur Facebook, je m'étais promis de jamais y être, mais bon, pour cette initiative, j'ai mis mes principes de côté pour essayer justement de rassembler plein de gens et de faire justement qu'on réussisse à éviter cette barbarie et de partir vers un autre avenir et d'ouvrir un nouvel espoir. Donc là, c'est une surveillance, une perte de liberté absolument totale. C'est le meilleur des mondes, quoi. Comme si le bouquin d'Aldous Huxley. Nique la France. Eh bien voilà, c'est-à-dire c'est la perte du sentiment national, la perte de toute valeur républicaine, de toute citoyenneté aussi. Ça prépare la barbarie, ça prépare les affrontements, les guerres civiles de demain, ce genre de choses. C'était inimaginable il y a 50 ans de voir ça. Ou on peut parler aussi de l'équipe de France, de football, sifflet, etc. Voilà, ça c'est des signes de barbarie. Sur son peuple seul. C'est pas une barbarie, ça. C'est inadmissible. Hein, ça prépare pas la guerre civile de demain. Ça prépare pas la barbarie. Voilà une autre barbarie. Après, on a notre petit nounours là qui est en train de, sur son malheureux îlot glaçon, qui est en train de fondre parce que bah, les glaces fondent au pôle. Si on remonte un petit peu, eh ben, on a des agriculteurs, 2 suicides par jour. Voilà, parce que surtout dans les producteurs laitiers, puisque c'était très dur le travail du lait. Hein. Il faut traire les vaches le matin, le soir, 365 jours par an. Hein. C'est ça le travail de. Et ces gens-là, c'est les choses qui sont le moins payées, eux. C'est-à-dire que c'est les gens qui devraient être les mieux payés, c'est-à-dire les gens qui nous nourrissent, c'est ces gens-là qui sont les moins bien payés. Voilà. Et donc, ils n'arrivent même plus à vivre de leur travail. Un travail très dur, un travail où il faut, en plus, qu'ils dépensent beaucoup d'argent parce que sinon ils ne sont pas compétitifs. Donc ceux qui n'y arrivent pas, ben, ils préfèrent se suicider parce que c'est des gens qui sont indépendants et c'est des gens qui n'arrivent plus à vivre de leur travail malgré tout la sueur qu'ils dépensent. Et pendant ce temps-là, on a des branleurs qui, parce que j'appelle ça par leur nom, qui sont dans des salles de marché, dans des ordinateurs, machin, et qui vont, ah bah je vais vendre ci, je vais vendre ça. Voilà. Voilà le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est pas une barbarie, ça? Les déchets. Les déchets, là, à droite. Oui, les déchets. Parce que ces déchets-là, bah, on a un perclus de déchets, et on a de plus en plus de déchets, on ne sait pas quoi en faire. Alors on nous fait des simagrées avec le tri sélectif, etc. La meilleure façon de ne pas avoir de déchets, c'est de faire des choses qui soient réellement biodégradables, et déjà de supprimer les plastiques, parce que c'est qu'à regarder, dans les 3 quarts des déchets, c'est du plastique. Donc on est submergé par les déchets. Là, encore, là, on est pour le coup, là, sur un radar automatique, c'est-à-dire on a un contrôle. Là, pour le coup, c'est la chaîne est automatisée. Hein, sur le drone de combat tout à l'heure, la chaîne n'était pas encore totalement automatisée, mais là, elle est complètement automatisée. C'est des machines
qui contrôle de A à Z et qui sanctionne de A à Z des êtres humains. Des machines, des robots qui contrôlent et qui sanctionnent des êtres humains. Dans quel monde vit-on? C'est hallucinant. Socialisme ou barbarie, c'est de là que me vient en fait le mot de barbarie, puisque voilà, c'était l'alternative que donnaient les marxistes. C'est-à-dire soit on va vers le socialisme, soit on va vers la barbarie. Le socialisme a échoué. Le socialisme, on n'est pas arrivé à le faire. Donc les gens qui viennent de ce courant de pensée, de la gauche, devraient réfléchir à ça, parce que ça c'est vraiment important. C'est socialisme ou barbarie. Et bien le chemin, alors ceux qui croient que demain va y avoir la révolution et qu'on va pouvoir faire le socialisme, c'est fini ça. Ça c'était au XXe siècle. Plus maintenant. Le niveau de conscience, le niveau d'élitement et de conscience sociale des gens est trop bas pour pouvoir avoir vers ça. Donc il faut vraiment refaire un travail d'éducation philosophique, vraiment avec de nouvelles lumières, pour pouvoir réengager les gens. Tel que c'est aujourd'hui, ça ne fera que des gangs, que des gangsters, que des combats de cette nature-là. Il n'en sortira rien de bon. Rien. Moi. Alors moi, voilà. Ça, moi, c'est l'individualisme. C'est-à-dire, moi, il n'y a que moi qui compte. Et puis le reste, je m'en fous. Hein. Du moment que moi, je m'en sors, voilà. Il n'y a plus de sentiment collectif. Ça rejoint le Nique la France quelque part, ou Nique tout ce que tu veux, ou Nique ta mère, enfin bon, voilà, des expressions comme ça absolument ignobles. Euh, Tout ça, ça vient de l'individualisme, c'est-à-dire de l'individualisation, où est-ce que dans cette société libérale, libertaire, l'individu est passé au tout. Ben non, l'individu, il est dans une société, l'homme est un animal social, et nous vivons dans une société. Et la société, elle a ses règles de vie. Elle doit avoir des règles de vie et elle n'est pas là que pour satisfaire l'individu. Parce que pourquoi est-ce qu'on met l'individu? C'est pas pour l'individu c'est l'individu pour qu'il consomme. C'est ça, c'est pour ça qu'on le met comme ça. Et pour opposer le consommateur au producteur. Et donc, en valorisant le consommateur comme on le fait aujourd'hui, et en lui donnant les moyens d'acheter, même s'il ne gagne pas d'argent, même s'il ne travaille pas, même s'il ne produit pas, eh bien on l'oppose, on crée une force sociale qui l'oppose au producteur. Donc l'individualisme, c'est vraiment un des éléments les plus importants qui détruisent la société. À côté, bah, on a le symbole de Daesh, là, voilà, Daesh qui décapitait des gens à la tronçonneuse. Voilà, voilà ce qui s'est passé en Syrie. C'est ça. Voilà, ça c'est. Alors, comment vous appelez ça autrement que par la barbarie? Ça, c'est Al-Qaïda, ce sont des gens comme ça. Mais vous savez, celui qui envoie des drones, avec les drones et tout ça, c'est un peu du même acabit. Hein. La méthode change, mais c'est pareil. Sauf que là, les autres, eux, ils le font avec les mains. Tu vois, ils prennent du plaisir. Enfin, faut voir des vidéos. Moi, j'ai vu des vidéos de gens. Tu vois, le mec, il a son couteau et il se régale déjà à dire il va égorger d'autres gens, d'autres prisonniers, des militaires syriens, par exemple. Voilà, des jeunes gens. Voilà. Voilà, on fait ressortir toute cette âme, le plus mauvais de l'âme humaine. Voilà ce qui se développe aujourd'hui. Et puis la dernière chose, je l'ai gardé pour la fin évidemment, c'est ce pauvre gilet jaune là, sur lequel on a tiré dans le dos. Voilà, il était en train de fuir la police. On lui a tiré dans le dos. Voilà, il est séché par terre comme ça. C'est-à-dire qu'on a dû lui tirer dans la tête, dans le dos. Il est tombé comme ça. Voilà, en France, où on en est aujourd'hui. Je vous laisse méditer sur ça. Alors, la barbarie, une liste ouverte. Bon, vous voyez, là, non, vous voyez pas parce que il y en a tellement que la liste, j'aurais pu faire plein de pages. Voilà, les drones tueurs qui faisant risquer la vie de l'ennemi sans mettre sa propre vie en péril, les contrôles automatiques, les données personnelles sont d'une part de son identité, c'est-à-dire c'est une part de soi, hein,
J'en suis le propriétaire inaliénable, normalement. Le stockage exclusif, normalement, ce stockage devrait être chez soi et dans un espace exclusivement à soi, et avec des droits qu'on alloue nous-mêmes à qui en aurait besoin ou que l'on déléguerait pour une raison X ou Y, mais c'est devrait rester sous notre contrôle et être hébergé physiquement chez soi. Comme ces papiers, par exemple. Les papiers, vous n'imaginez pas que vous allez mettre vos papiers chez quelqu'un. Non, vos papiers, ils sont chez vous. Vos actes de propriété, ils sont chez vous. Vous en avez une copie. Et bien là, non. Votre part d'identité, elle est sur un serveur, quelque part, même pas en France, etc. L'islamisme, bon là, on vient d'en parler. La perte de la citoyenneté, du collectif et de l'individualisme. On voit même dans le milieu associatif, où est-ce que les gens ils veulent plus s'investir dans le milieu associatif, parce que les gens se comportent comme des consommateurs partout. Ils vont quelque part, ils ne se comportent pas comme des citoyens qui vont participer à quelque chose, ils se disent « Ah ben moi, voilà, je veux un service ». Il achète quelque chose, il est en consommateur. Voilà comment cette consommation à outrance pourrit la société. La dénatalité des personnes les plus éduquées. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont éduqués et qui disent « Oh, mais moi, je ne veux pas faire d'enfants, je ne vais pas m'emmerder ». Qu'est-ce que c'est qu'une société qui ne veut plus faire d'enfants? C'est surtout les plus éduqués, les plus à même de tracer l'avenir. Le réchauffement climatique, le suicide des salariés et des agriculteurs. J'ai parlé des agriculteurs, mais il y a aussi les suicides des salariés dans plein de sociétés parce qu'on les torture psychologiquement. L'épidémie de Covid-19 hors de contrôle, par la surpopulation, par la promiscuité qui augmente, et qui augmente aussi la mutabilité des pathogènes, ainsi que leur apparition. Et enfin, l'accès à des réservoirs animaux isolés qui étaient jusqu'ici, on laissait tranquilles, par la déforestation au Brésil, en Indonésie et partout, on va faire ressortir tous ces microbes. Le consumérisme, j'en ai déjà parlé. L'obésité, qui est une forme d'hyperconsumérisme, mais qui aussi atteint et détruit les gens. On parlait de l'opium, mais quelque part, c'est aussi l'obésité, c'est aussi une forme d'autodestruction. Une autre chose que je n'ai pas évoquée, c'est la fin des traités sur les armes nucléaires, et notamment sur les armes nucléaires intermédiaires, qui rendent beaucoup plus probable la survenue d'une guerre nucléaire qui, comme jusqu'ici, les armes intermédiaires, ils se les interdisaient entre l'Union soviétique et les États-Unis, justement pour éviter que des armes de courte portée, pas trop forte puissance, utilisées sur le sol européen, déclenchent tout de suite une guerre nucléaire généralisée. C'était à ça que servait ce traité-là. Par ça, en enlevant ça, Trump est sorti de ce traité, eh bien, en sortant de ce traité, on rend beaucoup plus probable la survenue d'une guerre nucléaire généralisée, qui est une barbarie absolue, une guerre absolue. On détruit absolument tout sur la planète. Donc voilà, super. La marchandisation généralisée, c'est-à-dire on essaye de tout, y compris le corps des gens, les organes, les mères porteuses, tout devient marchandisé. Hein. Ils essayent de trouver absolument pour que tout devienne du marché et faire de l'argent, du capital, accumuler le capital, faire tourner le capital. La surpopulation, parce que la population, elle monte de façon exponentielle et une croissance exponentielle dans un monde fini, ça ne peut pas exister. Ça atteint forcément ses limites. Ça, c'est simple c'est clair comme de l'eau de roche. La répression et la violence policière. Les Gilets jaunes, entre autres, en ont subi les conséquences. La répression judiciaire, qui est féroce sur certains et pas sur d'autres. Hein. Même les 135 €, ce qui est quand même une somme pour bien des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien ils ont eu du confinement et ils ont eu une amende de 135 €, or qu'ils sont pas, ils sont bien en peine de pouvoir les payer, hein, qui gagnent peut-être à peine 700 €. 135 €, vous vous rendez compte? C'est une honte.
C'est scandaleux, c'est abominable. La perte des langues, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, on prévoit qu'il y avait 4000 langues au début du siècle, ou il y a 50 ans, sur Terre. Il n'y en aura plus que 1000 dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'on aura perdu les 3/4 des langues auront disparu. Si ça, c'est pas une barbarie, parce qu'une langue, c'est une façon de voir les choses. Hein. Je vous rappelle, il y a eu des pertes, il y a des émotions, vous vous rendez compte? Des émotions, il y a un chercheur sur les émotions qui expliquait ça. Les mots n'existant plus, l'émotion n'arrive plus à s'exprimer, on ne sait plus, on ne peut plus éprouver cette émotion, elle a disparu complètement. C'est des choses qui existaient par exemple au Moyen-Âge, et c'est des émotions qu'on ne connaît absolument plus et qu'on n'a pas trop d'idée de ce que ça pouvait être. C'est vraiment une part de l'âme humaine qui disparaît quand on détruit des langues et quand on les réduit comme ça des 3/4. C'est pas 10%, hein, c'est les 3/4. De 4000 à 1000. Et puis il y a aussi la perte de la rationalité qui est remplacée par les émotions. Ce coup-là, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'avec la télévision, les portables, les politiques, les gens comme Hollande, où est-ce qu'on est sans arrêt dans l'émotion plutôt que d'être dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on n'agit pas en fonction de sa tête et d'une politique rationnelle, mais en fonction de l'émotion. Ah, il y a ça, ah, non, on va faire ça, on va mettre des bougies, etc. Ou les chaînes d'infos en continu. On vous abreuve d'émotions, vous êtes dans l'émotion, dans l'émotion, dans l'émotion, et jamais dans la réflexion. Donc, et ça tend à quelque chose qui détruit profondément les humains. C'est qu'en fait, quand on est dans l'émotion, on va ressentir que des choses comme l'injustice. Et l'injustice va déclencher la colère qui va, du coup va augmenter de façon considérable. Donc on ne réagit plus avec sa tête, on réagit par l'émotion. Donc par rapport à l'injustice, on va réagir très rapidement par la colère et de façon importante. Et d'un autre côté, comme les émotions sont partout et elles sont diffusées dans les transports publics, etc., la honte diminue. Donc la honte, c'est important parce que c'est un facteur de socialisation. C'est-à-dire que quand on a honte de faire quelque chose, bah, on ne le fait pas parce qu'on se dit ah bah, qu'est-ce que va penser l'autre, c'est pas bien ce que je fais. C'est un sentiment de bien et de mal. Si la honte diminue, à contrario de la colère, comme je disais, donc ce facteur de sociabilisation diminue, et donc on désocialise les individus qui, du coup, sont dans leur bulle, hein, c'est le cas de le dire, et sont dans leurs propres émotions, et c'est tout. Voilà, donc c'est une liste ouverte. Voilà la liste que j'ai déjà établie, qui recouvre en partie et qui complète celle sur l'image précédente. Alors, mais sur cette liste, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la liste, je dirais, des barbaries en tant que telles. Mais il y a aussi d'autres facteurs autour de la barbarie. Il y a des accélérateurs et des favorisants. Par exemple, la synchronisation et l'uniformisation du monde est un facteur qui fragilise les sociétés et qui favorise la barbarie. Donc c'est un accélérateur. Le Covid-19, par exemple, il s'est répandu très rapidement. Les crises économiques synchrones, quand vous aviez, dans les années 70 ou 80 par exemple, vous aviez une crise en Asie, au Japon, une autre aux États-Unis, et c'était pas en même temps, ou en Europe, et c'était pas en même temps. Ce qui fait que quand il y avait un endroit de la planète où ils étaient en récession, mais il y en avait un autre qui était en boom économique. Donc ça se répartissait, et or que là, comme tout est synchronisé, ben, tout le monde fait un boom en même temps, donc surinvestit en même temps, et tout le monde sous-investit, tombe dans la récession en même temps. Bah, le Covid en est un exemple, mais complet, quoi. Enfin, c'est pas du tout. Pour ça qu'on va dire ah oui, c'est de la faute du Covid. Bah oui, mais le Covid, ça fait partie de la vie d'arriver à ça. Et le fait que ça aille si vite et que ça arrive en même temps partout, c'est parce que tout est centralisé et toute la production est centralisée au même endroit. Voilà. Et donc, par ces synchronisations, ces moyens de communication, ces moyens de transport très rapides, eh bien, on fragilise la société. Facteur accélérateur, bon, à la fin du traité FNI, c'est aussi un facteur accélérateur, puisque là, on peut aller très vite, on peut plonger. C'est à la fois une barbarie et à la fois un facteur accélérateur, parce que ça va faire que on va aller très vite d'une guerre limitée à une guerre totale.
et nucléaire total. Alors, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire en fait. C'est-à-dire que les collapsologues, les gens qui étudient ça de façon scientifique, nous expliquent que, en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que, par exemple, l'Internet, il a été conçu par l'armée américaine de telle sorte que s'il y a certains nœuds de communication qui soient détruits, la communication continue de passer. C'est pour ça que c'est construit comme ça. Et donc, si le message n'arrive pas à passer par un chemin, bah, il passera par un autre. Et donc, il y a plein de nœuds indépendants dont un peut tomber, ça ne va pas mettre en péril le réseau en entier. Et c'est ce que disent exactement les gens, les spécialistes, les collapsologues, je dirais ceux qui l'étudient de façon scientifique, hein, pas ceux qui disent bah, il faut se préparer à la collapsologie, bah, peut-être les deux, hein, on peut être les deux, mais voilà. Et qui disent en fait, ce qui résiste le mieux au choc, et c'est très typiquement ce qui a été fait dans l'Internet, c'est des entités qui sont diverses et indépendantes. En d'autres termes, les pays, les nations. Voilà l'avenir des pays, la nation. C'est un horizon indépassable. Au moins à ce stade, c'est un horizon indépassable, car ce sont exactement des entités diverses, indépendantes, donc diverses de taille diverse, des pays plus grands, des pays plus petits, avec des cultures différentes, avec des langues différentes, qui vont faire qu'en cas de choc, ben, c'est ce qui résistera le mieux. Et indépendante, ça ne veut pas dire totalement indépendante et en autarcie, mais suffisamment indépendante pour être autosuffisante disons, à 80%. Voilà, voilà les choses qui résistent. Et nous, on est exactement dans le processus inverse. Autre facteur, ce sont les dénégations. Bon, j'en cite qu'une là, hein, parce que je n'ai pas fini d'étudier. Enfin, là, vraiment, sur la barbarie, il y a plein de choses à étudier, mais il y en a une autre qui est très intéressante, c'est le complotisme. En fait, le complotisme, par exemple, dire que la Chine était volontairement à l'origine du virus, qui est complètement farfelu, puisqu'on est absolument incapable de créer ce genre de virus, c'est beaucoup trop sophistiqué pour nos faibles connaissances. Ou alors qu'il vient d'un laboratoire qui s'est échappé. Voilà, bon, c'est ce que disent les dignitaires américains, alors que même la CIA dit, bon non, ils veulent pas trop se mouiller là-dedans, la CIA. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ça? En fait, ce sont des moyens de se rassurer. C'est-à-dire que se dire, on croit en fait qu'on a encore le contrôle sur les choses en disant ah bah si c'est à cause de quelqu'un, bah, il suffit de taper sur cette personne-là et puis ça va aller mieux. On va ça. De toute façon, les Américains c'est toujours ça. Hein, j'ai un problème, je tape dessus avec un marteau et comme ça va se résoudre. Bah, malheureusement, là ça marche pas. Et là c'est faux. C'est-à-dire que ce moyen de se rassurer, de dire il y a quelqu'un derrière, des Illuminati ou je ne sais quoi, c'est faux. Parce que ça voudrait dire que c'est un moyen de se rassurer, de dire ah bah, c'est sous contrôle, hein, il suffit d'agir au bon endroit. Non, c'est faux. C'est faux. Nous sommes dans une situation qui est incontrôlable. Le Covid-19, personne ne contrôle rien. C'est-à-dire à tel point que pour le contrôler un tant soit peu, on a été obligé de mettre, je ne sais plus, les 3/4 de l'humanité, enfin une part considérable de l'humanité en confinement pendant des semaines. Vous croyez qu'on gère les choses là? Pas du tout. C'est incontrôlable. C'est la seule façon qu'on a de contrôler, c'est d'enfermer les gens. Vous vous rendez compte? On contrôle que dalle. Ça veut dire qu'on contrôle que dalle. Et l'origine du truc, c'est pareil. On contrôle que dalle. Donc ça, c'est important. Alors, dernière partie, la barbarie, qu'est-ce que c'est? On va arriver à ce que je vous ai promis en début d'émission sur la barbarie, justement. Et donc, qu'est-ce que c'est que la barbarie? Ben là, on en a les prémices, hein, on est dans le tournant, hein, enfin, on a déjà deux, trois pas hein, vers la barbarie, mais on est encore au début, on peut encore en échapper, s'y échapper. Dans quelques années, ce sera fini. Hein. Pour moi, 2022, c'est vraiment très important parce que la France peut jouer un rôle vraiment là-dedans. Donc, quelles sont les formes probables si on allait vers ça? Eh bien, il y a une grande chance que les États vont être beaucoup moins forts, parce qu'ils vont avoir beaucoup moins de moyens, puisqu'ils sont endettés à mort, et puis ils vont faire tourner la planche à billets, mais faire tourner la planche à billets, ça veut dire que la valeur de l'argent diminue. Pour l'instant,
ça ne se sent pas encore. Enfin, si on regarde bien, on s'aperçoit que si vous savez qu'à regarder les biens immobiliers, vous apercevez que votre argent, il vaut de moins en moins. Mais même le prix de rachat des grosses sociétés, il est absolument hallucinant. Là, vous mesurez à quel point vous êtes appauvri. Toute la population, hein, s'est appauvrie. Et c'est pas fini, parce que là, ils font tourner la tourne à billets. Mais alors, c'était déjà à plein régime, mais là, on bat tout. Enfin, on sait pas où on va, là. Enfin, on sait qu'on va aller vers l'hyperinflation ou des choses comme ça. Enfin, il y a de grandes chances, hein. Donc, du coup, l'État ayant moins de puissance, ça va vous dire qu'on va aller vers de la corruption de fonctionnaires, le racket, comme ce qui se pratiquait. Enfin, moi, j'ai vécu ça dans ma jeunesse au Maroc, où quand on allait voir, bah, si on voulait pas que les flics vous fassent trop chier, bah, vous leur filiez quelques dirhams, et puis voilà, ils étaient contents. Voilà la société vers laquelle on risque d'aller, puisque les fonctionnaires ne seront plus payés suffisamment. C'est ça que ça veut dire. Il va y avoir des licenciements moyens. C'est des formes probables, hein. C'est loin d'être exhaustif non plus, hein. Mais c'est pour expliquer ce que c'est que la barbarie. Ben, des licenciements massifs, des pertes de revenus considérables, peut-être la destruction de la sécurité sociale et des régimes de retraite, ou des régimes d'assurance chômage, hein, parce que c'est ce que prépare Macron là actuellement, hein. Ils vont essayer de profiter de ça pour démanteler tout l'État social mis en place à la Libération et après. Donc une grande pauvreté qui va se diffuser dans la population. Les émeutes de 2005 aussi donnent un aperçu de ce que ce sera, cette barbarie. Mais je pense que la prochaine fois, il y aura des armes. Ça va être de moins en moins gentil. Qui va tirer avantage de ça? Donc, ponctuellement, il y aura des pillards qui feront des razzias à droite, à gauche, dans les villes, dans les campagnes, etc. Donc, il y aura ce genre de choses aussi. Donc, il y aura des razzias, des gens qui vont descendre chez vous et qui vont venir vous piquer ce que vous avez. Et structurellement, ceux qui sont déjà organisés, ce sont eux qui vont en tirer profit. Donc, qui sont donc déjà ceux qui sont organisés, mais de manière souterraine. C'est-à-dire la mafia, ou les mafias, s'il y en a plusieurs, les bandes, hein, les bandes comme on en connaît en Amérique ou au Mexique. Donc, c'est déjà des organisations qui sont en place et qui sont déjà structurées, souterraines et qui sont déjà structurées pour survivre dans ce genre de milieu. Les frères musulmans, c'est exactement le même genre d'organisation, mais avec un fond religieux. Ou certains mouvements pseudo-patriotiques, moi je les appelle pseudo-patriotiques, parce qu'ils se disent comme patriotes, mais ce ne sont pas des vrais patriotes, puisque pour moi, ils ne défendent pas les vraies valeurs de la France, etc. Donc c'est tout ce genre de mouvements qui vont en tirer profit, structurellement, donc à long terme. Alors, est-ce qu'il y aura quelques îlots de résistance? C'est ce que croient certainement certains collapsologues ou certaines personnes, des survivalistes, etc. Moi, j'ai quelques doutes, hein. Pas si sûr, tant l'individualisme a été quand même profondément ancré maintenant chez les gens et inverser la tendance comme ça à partir de rien, j'ai des doutes. Alors, il y a des gens même qui appellent ça de leur vœu, hein, qui croient qu'on va encore faire la révolution. No way. N'entrez pas. Et si vous n'entrez pas dans les catégories précédentes, là, hein, si vous n'êtes pas membre de la mafia, des frères musulmans ou éventuellement survivalistes, ne vous faites aucune illusion, vous n'en tirez aucun bénéfice. Tiens, je vais vous donner un exemple. C'était à la chute du mur de Berlin. Qu'est-ce qui s'est fait à la chute du mur de Berlin? Il y a eu plein de gens qui étaient d'extrême gauche, etc., qui se disaient « Ah, ça va être l'occasion, on va pouvoir faire, etc. » Ils ont été balayés par la vague de gens qui voulaient juste avoir une BM ou une Mercedes. Voilà. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient tous avoir ça. Ils ont été balayés. C'est tout. Donc, dans les prémices, c'était eux qui étaient à la tête, mais circuler, il n'y a rien à voir. Et là, je peux vous dire, les gens de la mafia, les bandes, etc., je veux dire qu'eux, ils vont vous nettoyer vite fait. Donc, ne vous faites aucune illusion. Extrême gauche, black blocs, etc., c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il fallait faire la révolution socialiste, peut-être au XXe siècle. Peut-être ça voulait encore dire quelque chose pour les gens. C'est fini maintenant. C'était avant. D'où la possibilité d'un tyran. Ça, c'est une des hypothèses évidemment les plus pirantes, les plus probables aussi, donc issues d'une bande de la mafia, etc., ou soutenues par X, Y ou Z. Donc un tyran
mais qui n'aura même pas la profondeur idéologique des fascistes. C'est-à-dire que si on peut prendre des gens comme Mussolini ou même Hitler, c'est des gens qui avaient une ligne idéologique, si vous voulez, quelque part. Bon, après, une ligne idéologique, c'est absolument abominable, au moins pour Hitler, mais ou très mauvaise comme celle de Mussolini. Mais au moins, ils avaient une idéologie, donc quelque chose qui les guidait. Là, ces tyrans-là, ce ne sera même pas ça. C'est juste mon pouvoir. Point. Alors, après avoir vu les formes, qu'est-ce que c'est que la barbarie? Moi, je me suis posé la question pendant longtemps. Parce que, en fait, et j'ai cherché des définitions, mais c'est un concept qui est difficile à définir, en fait. C'est-à-dire qu'on emploie le mot, donc après, il y a les origines étymologiques sur des langues qu'on ne comprend pas, etc. Mais il y a plein de définitions. Cherchez, vous verrez, il y a plein de gens qui ont une définition. Et en fait, on n'arrive pas à en trouver une définition relativement simple. Donc moi, j'en ai pas trouvé. Donc c'est pour ça que je cherchais une définition vraiment canonique, on peut dire. Par contre, ce qu'on arrive à bien à identifier, ce sont des exemples de barbarie. Bon, c'est la liste qu'on a déjà vue avant. Pour aller plus loin, pour avoir des exemples vraiment non ambigus, bah, c'est les activités de la Gestapo, par exemple. Voilà, ça c'est clairement de la barbarie. C'est de façon incontestable. Les guerres, c'est clairement de la barbarie. L'emploi de médicaments pour 30% des enfants aux USA, donc le THDA, là, voilà, 30% aux États-Unis, 30% des enfants reçoivent des médicaments pour être plus sages et pour apprendre à l'école. Voilà. Ça, c'est clairement une barbarie aussi. L'islam, par ses résurgences, on le voit bien, avec au moins par ses résurgences les plus évidentes, comme Al-Qaïda ou l'État islamique, Daesh, etc. L'esclavage, c'est de toute évidence une barbarie. La colonisation, c'est aussi, alors pas uniquement, hein, même l'esclavage d'ailleurs. Enfin bon, après, faut creuser dans les détails, mais voilà, c'est aussi une barbarie. Aller dominer un autre peuple, bah, c'est par définition une barbarie, etc. Donc on voit qu'on arrive à lister un certain nombre d'éléments, d'exemples de barbarie, mais c'est quoi la loi générale qu'il y a derrière? Comment dégager cette loi générale? Alors, bah, j'en reviens à ce que je disais tout au début. Hein. C'était le 26 décembre dernier, j'étais en train de tailler ma haie, travail manuel, et je me demandais ce qu'était la barbarie. C'est là que j'ai trouvé la réponse. Et c'est là qu'en fait, parce que les philosophes, etc., je travaillais déjà avec d'autres amis et collègues sur la question, c'était pas du tout prévu, la réponse que je vais vous donner, c'était pas du tout prévu. Et en fait, les éléments se sont bien emboîtés, et c'était pas prévu initialement. Et ça, moi, je suis architecte logiciel, architecte en informatique. Quand quelque chose que vous n'aviez pas prévu initialement dans votre architecture s'intègre naturellement dedans, ça veut dire que votre architecture, elle est bonne. C'est-à-dire qu'elle tient la route, qu'elle est solide, qu'elle est pertinente. Donc, qu'est-ce que c'est que la barbarie? Eh bien, la barbarie, c'est l'ensemble des agissements nuisant gravement aux besoins du corps ou de l'âme. Et là, on voit que la boucle est bouclée. C'est-à-dire que le symptôme, les problèmes que l'on a, le cœur de cette barbarie, justement, ce qu'elle est, c'est par là que nous allons pouvoir trouver la solution et sortir de cette trajectoire, en prenant justement le contre-pied de cet ensemble d'agissements qui nuisent gravement aux besoins du corps et de l'âme. Et là, on revient justement sur les besoins du corps et de l'âme définis par Simone Veil. Donc c'est là qu'on s'aperçoit de la grandeur de cette philosophe. Donc il y a une liste de besoins du corps et de l'âme, ce qu'elle appelle les obligations envers les êtres humains, mais aussi d'autres qu'il faudra ajouter, puisque ce travail de base, c'est la chose la plus importante, mais aussi d'autres besoins du corps et de l'âme qui devront être
intégrées, comme celle de l'intégrité du corps, par exemple, qui ne posait peut-être pas à son époque, qui n'était pas évidente peut-être à voir. Déjà, sur les besoins du corps, elle en a très peu parlé. Hein. Et également des besoins qui sont déduits des apports de Michel Krouchkar, notamment, hein, et d'autres chercheurs ultérieurement. Ces besoins, ce sont des choses qui sont universelles et éternelles. C'est-à-dire que ces besoins étant universels et éternels, ils s'appliquent en tout temps, en tout lieu, et on peut définir de façon, je dirais, absolue, pour ce qui nous concerne, notre nature humaine, nous, ce qui est barbare et ce qui n'est pas. Donc ils sont liés, ces besoins sont liés à notre nature humaine, à notre espèce humaine. Les animaux aussi ont une âme, hein, et donc eux aussi, et c'est ce qui distingue en fait ces besoins, c'est ce qui fait le propre d'une espèce. En fait, c'est chaque espèce a des besoins différents, adaptés à son environnement, et donc c'est ce qui connecte justement l'espèce à son environnement, ce sont l'ensemble de ses besoins, de son corps et de son âme. Vous voyez, donc ça se connecte aussi, là, si on regarde bien, ça se connecte aussi avec Darwin et ce genre de choses, et avec la biologie, dans la définition qu'on peut donner d'une espèce. Donc là, on revient à la 6ème République, parce que donc, du coup, là, on est dans le cœur de la 6ème République. Donc là, je vous invite à vous reporter aux vidéos sur les principes fondamentaux, donc qui reviennent et qui exposent ces principes avec toute la liste des besoins du corps et de l'âme, qui explique par le menu d'où ça vient et comment ça se connecte les uns avec les autres. Dans le cadre de la 6ème République, bah, ces besoins devront être soumis un par un à référendum, avec la possibilité évidemment de les accepter tous avec le reste de la Constitution ou aucun, ou un par un, voilà. Et ce, en même temps que, évidemment, que la Constitution, parce que c'est le cœur du logiciel. Parce que c'est justement par ce biais-là qu'on va pouvoir renverser et sortir de toutes ces barbaries. Donc cette liste de celle de Simone Veil, elle pourra bien sûr être mise à jour. Donc initialement, hein, donc là c'est la voie dont je parle à l'instant, mais évidemment ultérieurement, puisque avec le RIC et les référendums, il est évident que cette constitution, donc c'est pour répondre aussi aux gens qui disent bah, une constituante c'est mieux, etc. À partir du moment où on a la RIC, on n'a rien à craindre. À partir du moment où on a mis en place le logiciel, eh bien ce logiciel il est évolutif, il faudra qu'il évolue, et donc ça ne pose absolument aucun problème, même si la première constitution elle est pas parfaite et il manque des choses. Et la perfection n'est pas de ce monde, et puis de toute façon la société évolue, donc il y aura des choses qui évolueront, et ce qui compte c'est de mettre en place ce mécanisme vertueux. Alors, donc ainsi, un effet de bord très intéressant quand même, parce que la barbarie, c'est en fait la notion, en posant la barbarie, la définition de la barbarie par rapport aux besoins du corps et de l'âme, donc des choses intemporelles, universelles, éternelles, du coup la notion de barbarie devient complètement déconnectée de celle de civilisation. C'est-à-dire, on dit ça c'est les barbares, etc. C'est complètement déconnecté, donc ça ne dévalorise pas une... La seule chose, c'est qu'on peut dire, par rapport à ses besoins du corps et de l'âme, cette civilisation est plus ou moins barbare. Mais c'est tout. On ne pourra pas la qualifier de barbare absolue. Enfin, sinon, il y a peu de chances qu'une société barbare absolue puisse exister. Pas durablement, en tout cas. Voilà. Donc, déconnexion de la notion de barbarie de celle de civilisation, mais qualification, capacité en plus de qualifier une civilisation comme plus ou moins barbare, parce que respectant plus ou moins les critères que l'on a. Bon, après, l'instrument de mesure précis, il n'est pas forcément évident, mais on a au moins une piste, un indicateur objectif pour qualifier. Voilà. Donc voilà. On a fini cette vidéo donc assez longue hein, sur la barbarie, donc j'y reviendrai. Donc je vous rappelle la déclaration initiale qui sera reprise, qui est assez importante, je pense.
Donc il y a le nouveau site hein, donc, qui est en ligne, qui maintenant a été aussi est plus rapide. Bon, il n'est pas encore aussi rapide qu'on pourrait l'espérer, mais bon, là je pense qu'il est complètement utilisable sur toute plateforme, tout environnement et qu'il se charge assez rapidement avec tous les éléments qu'on va retrouver. Hein, c'est vraiment le point d'entrée. Je vous invite vraiment à rentrer par le site parce que c'est là que vous trouverez les choses bien agencées et faciles à naviguer, beaucoup plus que sur YouTube ou sur Facebook où c'est un peu... Enfin, moi, Facebook, j'avoue que bon, bah, ça permet de rentrer en relation avec des gens, mais c'est quand même pas un endroit pour exposer des choses. C'est pas du tout pratique pour comprendre, exposer des choses. Vous avez remarqué aussi que le nom de l'initiative a changé. Ça reste un P6R, mais c'est plus un président pour la 6ème République, mais même si ça reste vrai, mais c'est devenu une perspective, la 6ème République. Pourquoi ce changement de nom? Parce qu'en fait, il y avait un quiproquo. Il y avait un quiproquo quand les gens ils voyaient un président pour la 6ème République, ils pensaient que dans la 6ème République, celui qui gouvernerait, ça serait un président qui serait un genre de dictateur ou je ne sais quoi. Donc ce qui n'est pas absolument pas du tout ça, quoi. Donc il y avait un contresens. Un président pour la 6ème République, c'est juste le moyen, dans le cadre de la 5ème République, pour passer à la 6ème République. Donc d'élire un président dont le seul mandat, ça sera de mettre en place la 6ème République, avec tous les moyens que lui donne la 5ème pour le faire. Donc c'est pas du tout l'objectif d'avoir un président dans la 6ème République, même s'il y en a un qui est prévu dedans, hein, mais qui avec un rôle bien précis. Hein. Enfin, là, pareil, je vous renvoie aux vidéos. Donc pour plus qu'il y ait ce quiproquo et ces malentendus sur le nom, une perspective, la 6ème République, en plus ça donne vraiment la trajectoire de dire, bah voilà, il faut aller vers les nouvelles lumières pour sortir de la barbarie, il faut tracer un espoir, tracer une perspective optimiste pour s'en sortir. Voilà, la perspective, la 6ème République. Pour terminer, je dirais bah, courage à tous ceux qui sont dans le Covid, hein, tant les soignants que ceux qui sont malades, parce que c'est pas une maladie simple. D'autres chocs sont à venir, bah, on vient de les voir. Hein, donc vraiment, moi je vous appelle à rejoindre l'initiative. Moi de toute façon, l'idée c'est de se poser comme un phare, comme un recours à un moment donné. Et je pense que les gens, quand ils vont voir les chocs les uns derrière les autres, et j'ai une expression un peu vulgaire pour dire ça, mais il ne faut pas attendre. Moi, c'est ma philosophie, mais malheureusement, ce n'est pas la philosophie de tout le monde. Il ne faut pas attendre d'avoir chié dans son froc pour s'apercevoir que ça pue. Bien là, malheureusement, il y a bien beaucoup de gens qui vont commencer à avoir chié dans leur froc pour s'apercevoir que ça pue et qui commencent à réagir. Ben moi, je vous invite à réagir dès maintenant, avant d'avoir fini de chier dans votre froc. Parce que c'est ça qui vient demain. On l'a vu aujourd'hui. Donc rejoignez l'initiative Un président pour la 6ème République, inscrivez-vous sur le site, abonnez-vous sur Facebook, il y a les actions, etc., etc. Envoyez des mails pour qu'on puisse vous contacter. Bon, là, il y a toujours l'adresse Un président 6ème République qui marche toujours. Il y a d'autres mails, il y a d'autres adresses mail maintenant. Allez sur le site, hein, 1p6r.org. Et donc, il y a aussi les vidéos pour agir. Vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de travail. Enfin, vous voyez, là, moi, je trace juste des grandes lignes, des grands éléments. Mais évidemment, il y a beaucoup de travail, il y a plein de choses à faire, de tout niveau. Hein. Il y a du travail pour tout le monde. Il faut tracer cette perspective. Ben, sinon, on ne s'en sortira pas, tout simplement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.